Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Toujours fidèle à notre programme du Bonjour d'Algérie. Très heureux de vous retrouver dans Bonjour d'Algérie le jeudi matin. Nous sommes le 21 mars. Et le 21 mars, c'est la journée décrétée par le monde entier. Journée mondiale donc, des forêts. Nous allons de l'arbre, journée mondiale de l'arbre. Et nous allons en parler bien sûr ce matin dans notre émission. C'est aussi le départ du printemps. Nous allons également beaucoup en parler aujourd'hui à travers donc, nos invités. La sous-directrice de la lutte contre la désertification. Bien entendu, nous allons en parler comment reboiser nos forêts et nos espaces. Nous allons également parler donc de contrôle, d'opérations de contrôle et d'hygiène du côté donc d'Al Harrach avec l'inspectrice vétérinaire qui sera sur notre plateau. Et puis nous aurons le plaisir de recevoir Aïda Mechri tout de suite dans un tout petit moment pour parler aujourd'hui d'addiction, des addictions en général, comment faire face à ce trouble bien entendu et les recommandations qu'elle aura à nous donner. Et puis nous aurons le plaisir aussi d'avoir des artistes sur notre plateau et une galeriste qui viendra nous présenter une très belle exposition intitulée Le corps lumière. Et puis on terminera l'émission avec l'agenda culturel. Lilia Ben Nasser sera là pour nous présenter et nous donner les grandes lignes des rendez-vous à ne pas rater cette semaine ici à Alger ou ailleurs. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. Tout de suite, c'est Mina Abed qui va nous présenter la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bon, alors il paraît que j'avais une mèche rebelle. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Tout le monde était concentré sur ma mèche. Très impressionnant. Non mais ça va là. Ça donne le fou rire un petit peu. Bon, alors le 21 mars, c'est la journée mondiale donc des arbres. Et donc là, vous allez nous dire qu'il va faire beau, qu'il va pleuvoir. Qu'il va pleuvoir. Non, mais la végétation a besoin justement de la pluie pour pouvoir en tout cas prospérer. Tout à fait. Donc on vous écoute. Et en plus, vous m'avez donné tout de suite, tout à l'heure, une information importante. 1 million d'arbres. 1 million d'arbres d'ici fin 2019 en Algérie. D'accord. Voilà. C'est bien. C'est un objectif. C'est bien, un objectif qui, j'espère, sera atteint. On l'espère, On va en parler tout à l'heure avec la spécialiste sur notre plateau. On vous laisse présenter la météo, Mina. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, Météo Algérie maintient le BMS pluie jusqu'à cet après-midi sur le centre et l'est du pays avec des averses assez marquées. Le cumul risque de dépasser les 40 mm sur les régions sahariennes. Un petit peu de pluie cette fois-ci sur le nord Sahara et les Oasis avec quelques passages nuageux. Et beaucoup de soleil vers l'extrême sud, le Sahara central, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 15 degrés à Alger-Oran, notre un minimum de 8 degrés à Batna, 10 degrés du côté de Sétif, 14 à Guelma, 21 degrés à Ghardaya Hassim Saoud, 27 degrés à Elizi, 28 à Drar, à Ain Salah et enfin 38 degrés, ça sera la maxime à la Bourtouadji Moukhtar et Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui, et bien on notera beaucoup de soleil sur la majeure partie du continent, notamment à Paris, Bordeaux, Marseille, Berne, Prague, Budapest, un ciel plutôt couvert à Dublin, Londres, Varsovie, Bucarest, côté Mercure, on notera 14 degrés à Londres, 15 à Dublin, 16 degrés à Paris, Bordeaux, 18 à Marseille, 11 degrés à Berne, 14 à Prague, Budapest, 11 degrés à Bucarest et enfin 21 degrés à Rome. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà. Merci beaucoup, Mina. Merci Déjà, vous nous quittez. C'est très court. Je vais rester à côté. Ah, d'accord. Vous allez bientôt fêter aussi la journée mondiale de la météorologie. Tout à fait. Ça sera donc le 23. Vous allez donc nous parler de votre travail, votre métier, le métier aussi des prévisionnistes. C'est très important. Très, très important. Le téléspectateur en saura plus. C'est l'essentiel. Comment préparer un bulletin météo. Voilà, c'est grâce à eux qu'on a les informations, qu'on arrive à présenter. Tout à fait. On vous dit à l'avance, bonne fête. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, on vous accompagne en musique, bien entendu, avec une belle voix. Ayoub Medjahed. Je vous laisse apprécier, bien sûr, cette belle voix d'Ayoub Medjahed.
Voilà, de retour après cette belle balade musicale, on la reçoit comme il se doit. Comme chaque jeudi matin, elle est avec nous, elle vous donne des conseils, elle vous oriente et elle est là pour nous parler de thématiques surtout et de troubles. Cette fois-ci, c'est le trouble bien sûr de l'addiction, des troubles de l'addiction. Elle va nous en parler en détail. Aïda, bonjour. Bonjour Amel. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Super bien. Les jeudis sont très importants chez nous à Canal Algérie et Pour d'autant moi plus aussi. que les téléspectateurs vous suivent et vous regardent régulièrement. Mais moi aussi, ça me permet de creuser, de travailler avec vous, une grande équipe derrière moi, des gens qui me soutiennent, qui travaillent, qui partagent avec moi des thématiques extrêmement intéressantes et Tout à fait. qui touchent les téléspectateurs, mais aussi nos enfants. Voilà. Alors aujourd'hui, on a glissé entre addiction et diction. Et comment que c'est un jeu de mots particulier, combien que c'est beau de pouvoir aussi se retrouver dans des impasses. C'est des questions, c'est des grandes questions qui nous poussent à fond pour qu'on puisse vraiment creuser, reconstruire. Reconstruire d'ailleurs, Ouais. vous m'avez dit, donc l'addiction, c'est le trouble du langage. On en a déjà parlé, on l'a déjà abordé, mais on le fera. Donc Inch'Allah. prochainement, Ouais. bien sûr, avec Ouais. plus de détails et Oui. d'ouverture. Oui. Aujourd'hui, c'est l'addiction. C'est vrai qu'on en parle. Très souvent, on parle de ces méfaits de l'addiction, à toute forme donc d'addiction. On va les définir avec vous aujourd'hui. Absolument, absolument. Et probablement que je vais saisir l'occasion par rapport au choix de la thématique lui-même, au seuil des vacances scolaires, beaucoup de parents avec probablement les difficultés de se déplacer, d'offrir des vacances, des activités aussi aux enfants, un contexte ou un cadre qui va leur permettre vraiment de changer un tout petit peu tous les rituels et le quotidien de leur vécu. Oui. Les parents souvent sont piégés par rapport à ces tablettes, par rapport à ces rituels qui sont là, à coincer les enfants dans des contextes là où on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Ça reste toujours énigmatique pour beaucoup de parents. Cette formule d'attachement qui n'a pas, on dit qui n'est pas très visible comme ça aux pratiques. C'est vrai. Et ça coince nos enfants. Et souvent, les parents ne savent pas que c'est très dangereux pour Ce sont eux. des et enfants c'est très- qui sont murés carrément sur des téléphones, sur des tablettes, Oui. et on ne connaît pas encore jusqu'à présent les conséquences, bien sûr, de cette addiction. Même si aujourd'hui, beaucoup d'études, beaucoup de chercheurs, beaucoup de communicants aujourd'hui, des spécialistes aussi qui peuvent parler des conséquences. Aujourd'hui, on peut parler de cette anxiété, de cette dépendance. On peut parler aussi des séquelles physiques, les enfants qui sont là dans des positions là où le corps il est traumatisé, dans des positions, par rapport oui. des positions particulières. Ça fatigue le regard, les yeux, ça fatigue aussi. Il y a Les muscles de la main aussi. Absolument. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, je m'inscris dans ça juste pour souligner que parmi les grands axes de recherche aujourd'hui que nous invitent à voir, à accompagner nos enfants dans leurs difficultés, c'est de pouvoir d'abord prendre conscience. Oui. Aujourd'hui, un enfant peut prendre une cigarette juste pour tester, pour échanger, pour voir qu'est-ce que ça donne comme goût. Pour jouer au dans grand. Pour jouer au grand. Il y a beaucoup de choses comme ça dans l'échange qui peuvent ne pas être très visibles aux parents, aux adultes, mais avec les enfants, entre eux, comme ça, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une installation de consommation de produits qui s'installe comme ça. Les enfants, ils ont leur langage, ils savent parler de l'zatla, du cannabis, ils savent parler des drogues, des cachets, ils savent parler de beaucoup de choses que nous, adultes, on a quand même l'impression qu'ils sont petits, ils ne savent pas tout ça. C'est ça. Qu'ils ne savent pas, même s'ils le savent, ils connaissent un tout petit peu, qu'ils auront peur de faire vraiment le premier pas pour tester ou de consommer. Et puis les parents, souvent, sont dans le déni. Ils disent, ça arrive aux autres, ça n'arrive pas à mes enfants. Mes enfants sont parfaits, sont très bien, j'arrive à les suivre, je sais ce qu'ils font, etc. Or, ça peut échapper aussi aux parents vigilants. Et probablement aujourd'hui, je parlerai comme ça, dans un grand axe élargi, pour parler de ce phénomène lui-même, que ce soit par rapport à un produit particulier très palpable, qu'on peut le citer comme ça, arriver jusqu'à l'alcool, ou que ce soit dans les tablettes, l'addiction par rapport à des jeux de hasard aussi. Aujourd'hui, il y a des enfants qui s'accrochent, il y a des gens qui s'accrochent dans l'échange pour gagner quelque chose, et puis il y a comme un phénomène de plaisir et de désir de revoir cette joie. Il y a comme
une inscription dans ce phénomène, même si on est fatigué, même si le corps n'a pas, même si on n'a pas les moyens de payer ça, même s'il y a quelque chose qui force l'individu, les enfants dans leur vulnérabilité, dans leur fragilité, il y a quelque chose qui pousse les adolescents à fond pour qu'ils puissent vraiment vivre un plaisir, échapper un tout petit peu à tout ce qui est pression, échapper à tout ce qui est conflit entre collègues, échapper à tout ce qui est rituel, manière d'instaurer avec les adultes. Et ils sont là à vouloir vraiment s'inscrire dans des réseaux, des groupes, là où il y a des leaders peut-être, mais aussi à s'inscrire et à avoir cette position, cette force et de pouvoir vraiment exister à leur manière. Et souvent, même s'ils sont petits, parce qu'aujourd'hui probablement parce que je n'ai pas le temps aussi de m'étaler directement sur les tranches d'âge, j'englobe un tout petit peu l'enfant avec l'adolescent dans la catégorie et je parle un tout petit peu de ce phénomène qui permet à un enfant, même s'il est petit comme ça, d'avoir cette force, des crises de nerfs et d'une colère comme ça pour dire n'enlève pas ma tablette ou mon smartphone m'appartient. Et c'est des crises de larmes et c'est un autre débat. Aïda, je vous le dis carrément, puisque nous sommes tous des personnes addictes finalement. Le 21e siècle, on est devenus tous addicts à notre téléphone, à notre smartphone, à notre téléviseur, et c'est une autre forme aussi d'addiction, même si on ne le dit pas. C'est un peu fort. Alors aujourd'hui, ici on faisait un pas en arrière pour expliquer que les enfants moins de 3 ans, ils n'ont pas censé vraiment s'inscrire dans ça. Ici on disait un tout petit peu qu'un enfant de 7 ans par exemple, il n'aura droit qu'à 1 heure par jour par rapport à la télé. Ici on pourra quand même dire quelque chose qui va nous permettre de placer les choses correctement par rapport à nos enfants et de dire, est-ce qu'il joue réellement? Est-ce qu'il est dans le lien réellement? Est-ce qu'il apprend vraiment à connaître ce qui l'entoure? Est-ce que mon fils a la capacité d'utiliser un langage verbal comme ça pour pouvoir expliquer ses émotions, pour pouvoir vraiment se défendre, pour pouvoir se placer, tout ça? Aujourd'hui, oui, c'est important qu'on puisse vraiment leur offrir, et puis c'est important aussi d'admettre et de comprendre. Quelquefois, les parents sont tellement dépassés, les mamans notamment, elles laissent donc leurs enfants face à un téléviseur ou face à l'écran, une tablette, et puis elle dit, oh, il est tout sage. Oui, il est tout sage, tout calme. Mais cherchons la paix, le calme, il y a quelque chose aussi dans l'échange, dans l'apprentissage, il y a quand même une partie très intéressante dans ça, sauf que personne ne s'arrête, même si, oui, j'avoue qu'il y a beaucoup de spécialistes des médias, de journalistes, il y a beaucoup de journées organisées, tout ça, qu'ils ont beaucoup travaillé sur ça. Mais il ne faut pas s'arrêter parce que voilà, on est au seuil de quelque chose qui nous invite vraiment à s'inscrire dans quelque chose qui pourra aider nos enfants à s'épanouir, aider nos enfants à s'inscrire dans des activités parascolaires, aider nos enfants à vraiment chercher quelque chose qui pourra revenir à leur activité. On n'a pas le temps, on ne sait pas, il n'y a pas le moyen, il n'y a pas le cadre, il n'y a pas le contexte, on a la responsabilité de pouvoir les inviter dans ça. Il faut chercher à comprendre comment on pourra être ferme pour leur dire stop, là, il faut que ça s'arrête. C'est très difficile, surtout qu'il y a un phénomène qui effraie ces temps-ci, c'est une nouvelle pathologie qui a fait son apparition, on l'appelle la maladie de l'écran. Donc ça touche les enfants très jeunes, ce sont des enfants qui sont addicts à l'écran, addicts aux tablettes par exemple, et aujourd'hui on n'en connaît pas véritablement les conséquences. Il y a des études qui restent encore assez timides. Tout nous invite vraiment à revoir ce phénomène de très près. Sauf que les signes sont là. Les enfants ont certains signes, certains changements dans leur comportement qui alertent les parents quand même et les spécialistes. Changement de comportement, changement de l'humour, et non pas la joie comme ça de pouvoir vraiment trouver l'humour et l'échange, changement dans le langage, changement dans toutes les étapes de développement qui étaient censés quand même être des terrains stades pour pouvoir vraiment explorer, se développer dans tout ce qui peut être comme ça relationnel et dans l'apprentissage de la vie. Aujourd'hui, moi j'inverse un tout petit peu les choses parce que oui, c'est vrai qu'avec toutes les publications et les études par rapport aux dernières études, l'OMS déclare un tout petit peu tous ces jeux de vidéo, les maladies de jeux de vidéo maintenant qui existent, là où il faut vraiment les accompagner, il faut vraiment travailler. Moi j'inverse un tout petit peu les choses pour dire comment on pourra protéger nos enfants aujourd'hui de ces dangers. Parce que, regarde, parlons du danger
ce qui peut nuire à nos enfants, peut être quand même un acte très palpable par une action comme ça de l'extérieur. Quelque chose là où on pourra dire que nos enfants sont victimes de ça. On peut par exemple clarifier le danger comme un environnement ou un contexte, là où l'enfant peut être victime de ce contexte. Mais aujourd'hui, j'en profite quand même de m'arrêter. Et ça, c'est grâce aussi à la naissance et à la création de la nouvelle loi 1512 relative à la protection de l'enfant, là où elle définit clairement que l'enfant peut être victime aussi de ses propres comportements. Aujourd'hui, le danger peut être dans ce que l'enfant peut vivre par rapport à son propre comportement. Et de là, eh ben, moi, je m'incline face à ces professionnels qui sont en train de travailler de vrai pour nous permettre aujourd'hui non seulement de définir le danger comme quelque chose qui peut être dans le contexte ou externe, mais quelque chose qui peut être aussi de cette nature. Et je rejoins un tout petit peu notre thématique d'aujourd'hui pour dire que cette addiction peut pousser mon enfant à se retrouver dans des situations de danger, là où il peut nuire à son développement, nuire à sa santé, sans vraiment à son développement, à son éducation, à son contexte familial, sans vraiment être conscient de ce phénomène. Tous les excès sont néfastes. Et il faut faire très attention, surveiller. Donc, vous avez alerté les parents aujourd'hui, c'est les vacances, il faut faire très attention. C'est vrai que l'école canalise un petit peu les jeunes, mais quand on est en vacances, on a la liberté de faire plein de choses. Faites attention. Tout à fait. Mais aussi, je souligne un tout petit peu l'importance, l'utilité aussi de pouvoir signaler. Aujourd'hui, ben oui, un enfant peut nuire à tout ce réseau, peut bouleverser la vie d'autres enfants. Aujourd'hui, il y a un numéro vert, le 1111, qui appartient à l'organe national de la protection de l'enfance, là où toute personne qui peut être proche, bien sûr, gardant l'anonymat de son identité, peut signaler, peut aider un enfant là où il est victime de son propre comportement. Les parents en détresse peuvent appeler pour faire des signalements sur le numéro vert de l'organe national. Et ça permet aussi à tous ces professionnels de pouvoir inscrire ces enfants dans un réseau, là où ils pourront bien sûr les aider ou pouvoir motiver et activer des professionnels de terrain là où ils se retrouvent pour pouvoir les approcher et pouvoir les faire sortir de ce danger qui devient très palpable. Dans le jargon, les sevrer. Tout à fait. Alors, faisons les choses pour qu'on puisse vraiment activer ces outils, mais aussi donner le vrai sens. Aujourd'hui, il ne faut pas juste croiser les bras, il ne faut pas juste s'arrêter parce que mon fils ne m'écoute pas et je ne sais pas vraiment comment l'aider, tout ça. Il y a des pas quand même à suivre. Il y a une manière d'approcher ces enfants pour les aider justement à pouvoir comprendre. Si c'est difficile et compliqué pour les parents, si c'est difficile et compliqué pour les grands-parents, la famille, tout ça, si on a un contexte qui nous dépasse, il y a des professionnels spécialistes qui peuvent trouver les mots, peuvent trouver l'art et la manière de pouvoir apporter quelque chose de nouveau à ces enfants. Pourquoi vraiment s'arrêter, se cloisonner dans quelque chose? Moi, il me semble qu'aujourd'hui, je reviens quand même à dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été instaurées. Aujourd'hui, il y a des centres quand même spécialisés dans l'addiction, là où ils peuvent aider ces enfants et ces adolescents. Bien sûr. Qui Alors, il y a se toute forme d'addiction, bien sûr. Alors, il y a des addictions qui sont visibles et tout le monde sait que cette personne, cet enfant est addict, par exemple, aux écrans, est addict à des jeux vidéo, etc. Il y en a d'autres qui sont sournoises, des addictions où ce n'est pas visible. L'enfant est très cachotier, donc on va devoir faire un effort supplémentaire pour trouver la cause de son changement de comportement, notamment par exemple dans l'addiction à la drogue, à toute forme de drogue, à l'alcool et à la cigarette aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais sinon, on pourrait parler d'autres addictions, addictions alimentaires également. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je crois que le but de notre rencontre, parce que probablement qu'on va revenir aussi pour mieux clarifier. J'avoue qu'il y a beaucoup de professionnels qui travaillent sur le terrain pour pouvoir réellement encore améliorer et communiquer de plus en plus. Mais ne restons pas les bras croisés. C'est aussi simple que ça. On demande, on sollicite, on demande de l'aide, on demande conseil des professionnels, on essaye. Mais aussi, on peut appeler. Aujourd'hui, peut-être que ces gens profitent de revenir à ce numéro vert pour qu'on puisse vraiment faire des signalements. C'est juste pour expliquer que c'est un outil parmi d'autres. On peut vraiment utiliser beaucoup d'outils de signalement pour pouvoir revenir à ces enfants en détresse. C'est une vraie souffrance. Les parents souffrent. Il y a quelque chose dans l'air comme ça. On a comme l'impression que des enfants, des papas, des mamans qui sont là à vouloir récupérer ces enfants parfois
force Oui. ou par violence à leur tour. Hein. J'essaye de l'empêcher Quelquefois, de sont sortir. désemparés, ils ne savent pas s'ils doivent Très utiliser bien, la force très bien. ou ils doivent utiliser donc le langage Oui. ou bien sûr la communication et à faire appel à des professionnels. Est-ce que c'est pas trop tard après? Et il me semble que c'est le bon moment de pouvoir vraiment faire le relais et puis demander comme ça, parler à haute voix et puis qu'on le dise tous. Oui. C'est un phénomène qui nous dépasse et nos enfants, ils nous piègent quelque part. Ils ont le sourire, l'art et la manière de prendre ce smartphone ou ce téléphone. Ils ont l'art de s'inscrire dans ça. Et puis, faisons attention parce que ça, c'est quand même un tournant très, très important. C'est sûr. Là où c'est interdit de l'autre côté de la Méditerranée, chez nous, les papas, les mamans s'inscrivent dans ça. C'est comme si c'était un jouet. Non, on peut leur expliquer, on peut leur permettre de placer des mots, mais aussi leur permettre de comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à travailler, y compris le secret, l'identité, Et encore ça, les informations. c'est très tout ça. difficile à faire accepter à l'adolescent ou l'enfant de pouvoir accompagner le parent chez un spécialiste. C'est encore une autre démarche à faire accepter à l'enfant. C'est très difficile. Quelquefois, les adolescents refusent carrément. C'est souvent le cas. Mais je vais te dire quelque chose. Et si on prenait conscience de ça, aujourd'hui on parle juste pour dire oui c'est compliqué, il va pas accepter, c'est pas comme ça. Mais il y a quelque chose quand même qui nous pousse à vraiment réfléchir. Quelle est la bonne porte? Quelle est la bonne personne? Quelle est la porte d'entrée? Oui. Voilà. Il y a quelque chose là où les adolescents sont récupérés par leur entraîneurs. Des fois là où ils sont récupérés par leurs enseignants. Il y a des fois des leaders, il y a quelque chose C'est de vrai. l'accompagnement. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la famille elle-même. Des familles qui se déchirent. Un père ou une mère absente aujourd'hui nous invite à vraiment reprendre cette responsabilité d'être là pour eux et de les accompagner. Solliciter les professionnels. J'avoue quand même que ce n'est que ces derniers temps, là où les parents s'inscrivent dans ça, ils frappent aux portes des professionnels pour parler de leur détresse, tout ça. Sinon, le reste, c'est chouma, c'est un tout petit peu, ça va se régler, Comme je vous le trouverai dites. le moyen, il y a quelque chose. Moi, il me semble que c'est casser ce silence, casser ce tabou aussi, comprendre que c'est sérieux, que ce n'est pas rien du tout, comprendre que pourquoi pas me mouiller les pieds moi aussi à mon tour et pouvoir contribuer à ça et puis commencer par soi-même. Si j'empêche mon fils de se connecter, moi je suis collée à la télé tout le temps et je suis collée aussi à... Ben voilà, il faut vraiment que ça s'inscrive dans quelque chose qui peut être de l'ordre de l'éducation. Éducation, ça veut dire oui, s'inscrire dans ça, instaurer des règles et puis le vivre en famille. Pas le dire verbalement et faire le contraire après. Exactement. Voilà, je crois que c'est pour ça que ça reste, c'est au cas par cas ou c'est un cocktail extrêmement varié. Mais moi, je m'incline aujourd'hui face à ces professionnels qui sont en train de encore organiser les choses, instaurer les choses. Alors peut-être aujourd'hui, je remercie Madame la déléguée nationale de la protection de l'enfance qui veuille à instaurer, à contribuer ces professionnels de la santé aussi, comme la création de la thématique, de la comité thématique de la santé, cette année autour de la thématique de la santé mentale, là où elle invite tous les professionnels pour pouvoir vraiment réfléchir à cet axe et comment on pourra vraiment trouver les outils. Alors, c'est comme un travail de réseau, là, quand même, pour pouvoir aider les gens à signaler, à se présenter, à clarifier un tout petit peu, ça va vraiment donner l'image de ce qui se passe, mais aussi d'impliquer les professionnels pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain. Très bien. Donc on va résumer pour tous ceux qui nous ont pris en marche. Aujourd'hui, nous avons parlé, grâce à Haïda, à l'addiction, toute forme d'addiction, et surtout, bien sûr, pour prévenir surtout les parents et les enfants, c'est les vacances. Faites attention donc au comportement de vos enfants. Donc quelques conseils rapides comme ça. Moi, je dirais que il ne faut pas vraiment commencer par ça très tôt matin, là où le cerveau il est bien plein d'énergie. Il ne faut pas aussi se pencher sur ça, là où c'est au seuil du sommeil et la nuit. Il y a des images comme ça qui bouleversent tout le dynamisme de l'individu. Les parents, même s'ils veulent offrir ça, c'est au cours de la journée, là où ils peuvent casser quelque chose. C'est dans un but éducatif, c'est dans un cadre très particulier. S'instaurer comme ça, se placer comme une tierce personne responsable auprès de ses enfants qui ne savent pas
pas trop, il se plonge à fond, voilà. Mais aussi comprendre qu'il y a quelque chose dans l'air comme ça qui nous dépasse tous, qui fait plaisir et c'est tellement beau, ça applaudit, ça donne le bonheur. Et puis faire attention à ce phénomène parce que si on n'a pas ça au sommet, on déprime, on est triste, on est anxieux, on cherche à tout prix. La coupure de l'internet, c'est la détresse générale. Voilà. Ça, c'est quand on a abordé bien sûr la thématique de l'addiction aux tablettes et bien sûr à tout ce qui est donc internet, réseaux sociaux, téléphone, etc. Merci beaucoup, Haïda. Merci à vous, Amel. Voilà, bonne journée. Merci. Et bon courage pour ce que vous faites. Merci. Voilà. À jeudi prochain, Inch'Allah. Eh bien, on va rester dans la thématique de la santé des enfants, la santé mentale cette fois-ci, avec un reportage qui a été réalisé par Sabrina Khlifi. Notre journaliste a fait toute une enquête autour donc de la banalisation du diagnostic de l'autisme. Regardez. Être le nouveau mot à la mode de l'heure et les autistes semblent être un nouveau genre humain. L'autisme, c'est un détachement de réalité extérieure accompagné d'un repliement sur soi-même. Donc, mais l'autisme, le mot autisme, TED ou TSA, qui a plusieurs appellations, c'est un trouble qui est partout. On l'entend dans des salons de coiffure, dans les fêtes de mariage, dans le marché, etc., dans des magasins, etc. Donc tout le monde est devenu spécialiste de la matière de l'autisme. Donc si on va à une fête de mariage, on voit l'enfant tourne ou bouge, c'est un autiste. On voit un enfant marche sur les pointes des pieds, c'est un autiste. C'est-à-dire cet enfant est devenu taxé partout. L'autisme est un repli sur soi et absence du contact social, ce qui mène les gens à le confondre avec d'autres troubles pouvant avoir des symptômes en commun, comme le mutisme sélectif, le trouble du langage, le trouble de la communication sociale et beaucoup d'autres encore. J'ai eu un cas, Brahim par exemple, où les parents, c'est la maîtresse de l'école carrément qui a fait le diagnostic en disant à la mère, ton fils est un autiste. Alors cette femme est venue chez moi, je l'ai envoyée chez un pédopsychiatre, il lui a fait un courrier que c'est un enfant qui présente des troubles de communication, un trouble de communication associé un petit peu à une instabilité psychomotrice. Donc moi j'ai pris en charge cet enfant aussi sur le plan beaucoup plus orthophonique, l'expression verbale, car il avait une expression verbale très pauvre. Le petit Anis a été victime d'un faux diagnostic et était considéré comme autiste durant 4 ans. كان انيس وليدي صغير زاد نورمال مشى نورمال كلشي تاعو نورمال هضر نورمال كلشي تاعو نورمال كي لحق 3 ans دخلت لوبيتال انا المشكل تاعي دخلت لوبيتال خليته كي عاودت وليت لداري شفت انيس وليدي شغل تبدل عليا شويه ولا يحب يجبد روحه يلعب وحده ما يحبش يلعب مع الدراري جبد روحه شفتو شغل ماشي كيما خاطو بديتو عند اورتوفونيس هي اورتوفونيس نورمالمون كي شافتو قالها واش يدير انيس فوالا دي فوا يهضر وحده دي فوا يقعد وحده كي شافتو قالت لي وليدك عنده لي سين تاع توحد قالت لي 6 موا قالت لي باسكو يهضر وهو يعرف هكذا ويعرف هكذا نورمالمون 6 موا يبرا لك يتحسن جوزت معاها 1 عام ونص وانا سي انيس اوتيست هو يتخدم معاه هاو غشيطه هاو شويه هاو مليح وانيس ما كان والو ديتو بسيكولوج واحد اخرى زاد شافتو قالت لي عنده دي سين تاع واحد ديري له غاديو درت له غاديو تاع الراس درت له لي زاناليز كلشي تاعو نورمال من تما وانا انيس ما حبش يطور توجور كل ما يدي بسيكولوج ما كان والو ومن بعد هذيك ديتو لوبيتال تاع شراكه جبت له طبيبه للدار تاعك هذيك قالت لي هذا ما عندوش لوتيزم. L'autisme a son propre diagnostic, un tableau clinique basé sur des études approfondies, sur des observations cliniques par des spécialistes. Il se fait sur la base des caractéristiques du comportement et du développement de l'enfant depuis sa naissance. Dans le monde de la petite enfance, par exemple, nous avons visité la crèche de la CNAS pour éclairer les gens sur les procédures à suivre dans les cas d'enfants présentant des troubles.
Les crèches de la CNAS, c'est des établissements qui assurent un accueil éducatif de qualité et une prise en charge psychopédagogique pour une bonne insertion et un développement harmonieux de la personnalité de l'enfant. C'est un travail d'équipe. Les enfants sont encadrés par une équipe de professionnels tels que le médecin, l'infirmière et la psychologue, et par une équipe éducative diplômée et formée. L'équipe éducative n'est pas habilitée à donner ou poser un diagnostic. C'est le rôle des professionnels. C'est la psychologue qui communique avec les parents et oriente l'enfant vers les centres spécialisés qui dépendent de la CNAS. En tant qu'éducatrice, on est formé pour le développement et l'épanouissement de l'enfant, ainsi que la communication avec les parents. Sauf pour certains cas où on n'est pas habilité à poser des diagnostics, on le signale à la psychologue et à la responsable qui le prendra en charge. Concernant le dépistage des troubles chez l'enfant, on suit une méthodologie adoptée par les psychologues. Dans ce genre de situation, consiste premièrement à faire un entretien d'admission à l'enfant, bien sûr à la présence des parents. D'après les résultats de l'entretien, si l'enfant présente des troubles, il est systématiquement soumis sous l'observation durant une période. Deuxièmement, la collecte des informations provenant des éducatrices. Troisièmement, l'orientation vers demande d'un avis spécialisé, par exemple un orthophoniste, un pédopsychiatre. D'après qui je donne les résultats, orientation vers les centres spécialisés. On a des centres, la CNAS, un centre de prise en charge psychologique et orthophonique, on a 3 centres. La maman de Abdelrahman, un enfant qui fréquente cette crèche, a eu cette expérience. نشكر المديرة ونشكر البسيكولوج تاع لاكريش هنايا ونشكر جميع العمال الواقفين على هذه الروضة يعني ما شاء الله في كل الجوانب من كل الجوانب. أنا بطبيعة الحال عندي وليدي 3 سنين ونص كي جبتو لاكريش لهنايا بيان سور عندنا بسيكولوج هنايا في لاكريش ديتو البسيكولوج بون شفت ان كومبورتمون شويه بيزار قالت لي راني شاكه في وليدك بعد كالكو جور ابري كالكو جور بون جو بونس 20 جور هكذاك بون قالت لي لازم تجيبي لي لافي تاع سبيسياليست بيدوبسيكاتر كي ديتو عند بيدوبسيكاتر قالت لي فوالا عنده توحد خفيف يعني توحد بيان سور مع البسيكولوج شاك فوا نتلاقى معاها كل سمانه هكذا 3 ايام 4 ايام تعطيني هكذا دي زيكزيرسيس نديرهم مع وليدي يعني نشكرها بزاف ميم عطات لي درت لها كاي هكذا كراس تكتبني دي زيكزيرسيس شاك فوا دير لي دي زيكزيرسيس نخدمهم مع وليدي. Un faux diagnostic de l'autisme engendre des retards dans les acquisitions de l'apprentissage et de la communication, ce qui affecte la scolarité et l'avenir de l'enfant. Pour cela, le diagnostic doit impérativement être fait par un pédopsychiatre. Voilà, et on continuera à évoquer bien sûr ces thématiques. Sabrina continuera sur cette lancée, donc les troubles du comportement et surtout les diagnostics de l'autisme et d'autres aussi troubles. Nous recevons aujourd'hui la sous-directrice de la lutte contre la désertification. Je vous l'ai annoncé en sommaire, le 21 mars, c'est la journée mondiale de l'arbre et nous allons en parler avec une spécialiste. Il s'agit de Saliha Fortas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Vous êtes une professionnelle en la matière, vous avez donc étudié la sylviculture, les départements forêts, vous connaissez, et vous êtes aussi habilitée à nous parler de nos forêts et l'importance de la plantation des arbres en Algérie.
Oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir de partager de l'information sur nos forêts avec vous. Juste une petite correction, donc c'est la journée internationale des forêts. À l'époque, c'était la journée nationale de l'arbre, mais vu l'importance des forêts, le rôle que cette forêt joue sur le plan écologique, économique et social, donc en 2012, elle a été déclinée comme année internationale des forêts. C'est pour ça que j'ai eu une petite hésitation ce matin. Oui, parce que c'est récent qu'on est passé de la journée de l'arbre à la journée de la forêt. Voilà. C'est plus explicite en fait. En fait, oui, et c'est plus important. Je rappelle que vous êtes donc sous-directrice de la lutte contre la désertification, mais pas que, et du point focal de la Convention internationale de lutte contre la désertification. Oui, effectivement, parce vous que luttez aussi depuis très longtemps. L'Algérie lutte depuis très longtemps contre la désertification. Oui, effectivement, parce que ce phénomène, juste après l'indépendance, donc les décideurs de l'époque, ils étaient conscients de ce phénomène en fait, parce qu'il a un impact néfaste et sur la santé des populations et sur l'économie du pays, notamment comme impact les tempêtes de sable qui provoquent des maladies pulmonaires, qui a un impact négatif sur l'économie du pays. Quand on a des tempêtes de sable, c'est des choses qu'on est en train de vivre actuellement. Donc parmi les premiers projets... Surtout au printemps. Oui. Parmi les premiers projets que le gouvernement algérien a mis en place, c'est le barrage vert. Donc, on sait très bien qu'il est de renommée internationale et l'idée, elle a été prise en quelque sorte par d'autres pays, notamment la Chine, notamment les pays sahélo-sahariens qui ont mis en place l'initiative Grande Muraille Verte. C'était notre armée qui avait pris en charge ce reboisement et la plantation d'arbres, bien sûr, sur une ceinture verte aussi. Plus tard, ça a été la ceinture verte. Oui, actuellement, donc, cet ouvrage a joué un rôle très important dans la préservation de la partie nord du pays et dans la fixation des sols. Donc, et là, maintenant, on a relancé tout un programme pour réhabiliter et maintenir cet ouvrage d'importance internationale. Quand vous allez dans le sud du pays, vous trouvez beaucoup, donc en bordure de route, vous trouvez justement la plantation de petits arbres, d'ailleurs, qui sont plantés régulièrement sur tout le long des routes. Oui, il y a des nouvelles plantations et puis il y a de la régénération naturelle qui a été assistée par nos forestiers au niveau des terrains. Donc, quand c'est de la régénération, on les assiste par des actions de mise en défense pour les préserver des surpâturages. Et également, il y a des reboisements artificiels que le secteur a mis en place dans le cadre de nos programmes d'action et dans le cadre des opérations de volontariat avec beaucoup d'institutions, notamment les enfants. Je vais faire le lien avec le thème de cette année. Ils adorent cette journée parce que ça leur permet de comprendre ce que c'est la plantation et de pouvoir planter leur propre arbre. Effectivement. Et cette année, justement, le thème, c'est apprendre à aimer la forêt. On a relié un petit peu cette année la forêt avec l'éducation parce qu'en fait, les enfants, ils aiment la nature, ils aiment sortir sur terrain. Donc, il faut qu'ils comprennent comment obtenir une forêt. Donc, il faut planter, il faut préserver la ressource terre parce que si on n'a pas une terre qui est bien préservée, donc on n'a pas où planter. Donc, on a la ressource terre, c'est la première à préserver. On a la ressource eau qu'il faut préserver. Puis, on va passer à l'opération de plantation par ces plantations des arbres avec toutes sortes d'espèces. Nous avons les espèces qui diffèrent d'une région à une autre. Donc, on va en parler. D'ailleurs, ce qu'on va planter au nord, c'est pas la même espèce qu'on va planter dans des zones, effectivement, dans des zones arides. Vous êtes spécialiste, vous savez exactement comment planter et surtout quelle essence planter pour chaque type de sol, chaque type aussi de climat, microclimat ou que vous soyez donc dans une région aride ou semi-aride. Vous êtes donc bien placé pour en parler. Vous m'avez parlé de chiffres et un objectif à atteindre d'ici 2020 et c'est très important et l'Algérie a rempli aisément cet objectif. Oui, à partir de 2000, on avait mis en place le PNR, ce qu'on appelle le plan national de reboisement. On avait comme objectif, donc, c'était d'atteindre 1 400 000 à peu près hectares et d'augmenter la couverture végétale de 11% à 13%. Actuellement, on est à plus de 800 000 hectares. Donc, l'ancien plan prendra fin en 2020. Et là, il y a une opération qui va s'inscrire pour évaluer cette opération. Est-ce qu'on a vraiment réussi notre opération? Parce qu'en fait, le quantitatif, il est fait. Il faut passer à une évaluation qualitative. Toutes les réussites que nous avons obtenues, tout le couvert végétal, est-ce que nous avons vraiment fixé les sols? Parce qu'en réalité, le premier rôle de l'arbre, c'est de fixer les sols avec ses racines.
Pour éviter l'érosion. Voilà, pour éviter l'érosion des sols, séquestrer du carbone. Ce sont des forêts qui sont habitées. Il y a une flore et une flore, c'est un microclimat, c'est des strates, la strate herbacée, herborée et bien sûr... Oui, et nous avons une faune qui habite ces habitats. À partir du moment où la forêt elle est bien importante, elle est considérée comme un habitat pour une faune, pour un bon équilibre. Pour un bon équilibre. Nous avons de la faune, nous avons des oiseaux, nous avons beaucoup d'insectes. Tout ça, ça fait partie d'une chaîne quand même qui est importante. Un couvert végétal avec aussi un équilibre trophique qui permettra à cette forêt d'être équilibrée et de poursuivre son évolution, bien entendu. Oui, on assure un écosystème tout ceci se régénère, bien entendu, et apporte un microclimat nécessaire à une forêt. Voilà, et ce qui permet aussi de développer une agriculture en sous-étage, notamment dans les zones oasiennes aussi. Nous avons des oasis qui ont une couverture végétale importante et il y a une méthode de vie dans ces régions, c'est l'agriculture en sous-étage et qui assure un petit peu de bonnes conditions de vie pour la population. C'est ce qui a réussi très bien à le faire dans la région saharienne, bien entendu, avec les palmeraies et bien sûr les petits jardins potagers qui sont juste en dessous. Et là aussi, le secteur des forêts joue un rôle très important dans la protection de ces oasis par la plantation des espèces halophytes, ça veut dire qui résistent à la salinité, des espèces résistantes à la sécheresse, qui jouent le rôle de brise-vent pour préserver ces milieux et protéger cette agriculture au profit des populations limitrophes. Et des espèces qui sont résistantes à l'évapotranspiration très importante, qui se prémunissent d'elles-mêmes en formant bien sûr des épines. Alors on a pu voir, on va voir une image, c'est donc le timbre, un timbre à la Algérie Post qui a toujours accompagné bien sûr les plantations d'arbres, qui a toujours accompagné aussi les opérations que vous menez au quotidien. C'est aussi une forme de médiatisation, une forme aussi d'hommage à tous ces métiers donc liés à la sylviculture. Oui, il y a le premier thème, je me souviens bien, c'était un ancien timbre en 1968. Ça a fait ressortir un petit peu l'opération, le barrage vert, parce qu'en fait, quand l'opération a été lancée, donc il y a un timbre qui a été publié à cette époque-là. Et on essaye à chaque fois de faire des outils d'information et de communication, parce qu'en fait, le partage de l'information est très important. Donc ça ne sert à rien de faire du travail, mais qui reste à notre niveau. On a toujours des plans, on a un plan de communication, on a une stratégie de communication qui permet d'informer la population sur tous les travaux que nous faisons, sur le rôle de ces forêts, avec toutes les parties prenantes, parce qu'en fait, parler avec les enfants, parler avec les décideurs, parler avec les preneurs de décision, c'est pas la même chose. Et donc, le niveau d'information et le niveau de communication diffèrent. C'est ce qu'on appelle la vulgarisation à tout niveau. À tout niveau. Pour les enfants, on fait généralement des pièces théâtrales, on fait des petits clubs scientifiques au niveau des écoles, on fait des clubs verts au niveau des universités. Donc, on essaie de faire cette opération au niveau de toutes les écoles, allant du primaire jusqu'à l'université, qui sont actuellement au niveau de la plupart des universités. On trouve des clubs d'agronomie, des clubs verts, où des jeunes s'intéressent de plus en plus à la nature. Ça implique de plus en plus. Alors, il faut saluer aussi toute la corporation, bien sûr, au niveau de la Direction générale des forêts, tous ces métiers aussi très importants que vous représentez, parce qu'il y a tous les métiers bien sûr. Et puis qui sont indispensables, du garde forestier aux spécialistes, etc., qui sont là à veiller nos forêts. Effectivement, on n'a pas seulement la mission de planter et de préserver la forêt, ou bien d'assurer son extension. Il y a un rôle très important, c'est la protection de ces forêts contre les feux de forêt. Donc, à partir à la saison estivale, les forestiers, ils sont là, ils sont mobilisés, ils sont tous à l'alerte parce qu'il faut préserver ces forêts. C'est parce qu'on joue le rôle de prévention des premières interventions. On joue le rôle aussi d'alerte par rapport au danger de ces feux au niveau de nos forêts. Les ravageurs, bien sûr, les insectes il y a aussi. Effectivement, il y a aussi toute la composante de la forêt. Donc, si le feu passe par là, ça veut dire qu'il nous détruit tout un écosystème, tout un habitat. Donc, on provoque que cette chaîne soit cassée automatiquement. Exactement. Vous avez dû aussi faire face à certains dangers. Par exemple, il y a eu donc Al Bayoud dans le sud du pays. Ça a aussi fragilisé
spécialisé certaines palmeraies, des spécialistes se sont penchés sur cela. Il faut surveiller, il y a eu donc la chenille processionnaire des pins aussi. Oui, mais les missions elles sont partagées entre nous, entre le secteur des forêts. C'est vrai que la chenille processionnaire, c'est une de nos responsabilités. Le BAYOD, c'est la DSA qui intervient au niveau de ces territoires. C'est les directions des services agricoles, c'est nos partenaires, on est du même secteur. Donc malgré ça, donc, le secteur joue un rôle de fédérateur avec les autres secteurs. Au niveau du Nord, c'est la chenille processionnaire. On a beaucoup de plans d'intervention pour traiter cette chenille au bon moment. La pinède aussi qui peut être en danger. Il faut rappeler aussi qu'il y a donc la sylviculture fait vivre beaucoup de personnes, des métiers aussi qui en découlent. D'ailleurs, le chêne-liège est aussi un secteur porteur. Il y a donc des sylvicoles qui se sont spécialisés. Aujourd'hui, l'Algérie exporte. Oui, actuellement, donc c'est vrai que la forêt, elle joue un rôle très important dans un rôle écologique très important. Écologique et écologique très important parce que en fait, elle préserve les terres, elle nous crée un microclimat, donc elle joue un rôle pour la séquestration du carbone, donc pour la purification de l'air, la purification de l'eau, mais elle joue aussi un rôle très important, un rôle économique, parce qu'en fait, actuellement, la forêt, elle produit au même titre que les autres secteurs économiques. Nous avons le premier produit, c'est le bois. On a le bois qui vient beaucoup plus des pins, et on a on a du liège. Le liège, il est utilisé maintenant comme des outils d'isolation au niveau des habitations. C'est très important. Et nous avons des jeunes qui se spécialisent maintenant dans la sylviculture. Donc, il y a des petites entreprises qui se créent dans ce domaine. Donc, notre secteur aussi, il aide à créer ces emplois pour les petits jeunes, notamment la population limitrophe. Vous avez fait d'ailleurs des rencontres autour de cela. Ce que nos forêts peuvent nous apporter comme bienfaits, côté santé, côté économique également. Donc, les huiles essentielles, oui, aussi, les plantes médicinales. Secteur santé. Oui, les plantes médicinales et aromatiques aussi, elles sont objets des discussions sur le plan économique. Donc, il y a plusieurs petites entreprises qui commencent à naître à travers les nouveaux ingénieurs qui sortent des universités pour une exploitation rationnelle des plantes médicinales. Donc, on a ouvert certains chantiers pour les jeunes qui sont intéressés. Il y a de la réglementation à appliquer. Donc, conformément à cette réglementation, on pourra donc aider ces jeunes et les accompagner surtout techniquement pour qu'ils puissent ouvrir ces entreprises. Nous avons identifié un certain nombre de métiers verts que nous avons donnés aux instituts de formation pour qu'ils puissent nous former une panoplie de jeunes qui répondront à nos métiers dans l'avenir. Et donc, comme par exemple actuellement, il y a d'autres espèces qui sont plantées. Ça veut dire, c'est vrai qu'il faut ouvrir ces domaines-là, mais pour des espèces qui existent en grande quantité. Mais les espèces menacées, on va vers une autre vision, c'est un petit peu de planter ces espèces en dehors des forêts, parce qu'il faut garder la souche mère, il faut la sauvegarder au niveau des forêts et essayer de développer les espèces en dehors de ces milieux. Surtout que nous pour la domestication de ces espèces. Et nous avons des espèces endémiques à l'Algérie, nous en sommes fiers. Il faut pouvoir préserver ces essences, que ce soit donc dans le domaine de la faune ou de la flore. La citelle kabyle, c'est une des fiertés aussi de l'Algérie, cette espèce d'oiseau. Oui, d'oiseau qu'on a découvert à Djidjel. C'est pour cette raison que le parc national de Taza c'est pour cette raison que son écosystème a été classé comme parc national de Taza, qui est à Djidjel, pour la préservation de cette espèce. Nous avons, comme vous l'avez dit, des espèces endémiques. Je vais aller vers le sud. Nous avons l'arganier au niveau du sud. Donc actuellement, il y a un plan d'action pour préserver les peuplements porte-graines au niveau de son aire des répartitions, mais on est en train de le développer ailleurs. Ça veut dire on est en train de le domestiquer ailleurs. On est en train de faire des essais à Bachar, à Mostaganem. On essaie avec l'Institut national de la recherche forestière. On est en train de surveiller le développement de cette espèce. On a vu des jeunes très courageux se sont lancés dans cette agriculture. Effectivement. Donc, on travaille un peu sur plusieurs chantiers pour qu'on puisse valoriser et renforcer les métiers, bien sûr, donc de garde forestier. Il n'y en a pas suffisamment sur tout le territoire. Le territoire national est vaste, la Hiberek, donc la superficie algérienne, le couvert aussi végétal est impressionnant pour pouvoir atteindre tous ces sommets, toutes ces forêts, et pouvoir donc permettre aussi le classement de certains parcs nationaux.
nationaux. Oui, oui, il y a plusieurs. On a pu classer déjà 8 parcs nationaux au niveau du Nord. Oui. Et actuellement, on a classé 2 nouveaux parcs nationaux. Donc, récemment, donc, c'est Babor Tababort qui a été classé récemment. Donc, il y a d'autres dossiers qui sont proposés pour le classement vu l'importance de ces espèces. En plus de ça, donc, nous avons ouvert et également, on encourage l'économie forestière, donc à travers les forêts récréatives et les périmètres d'autorisation d'usage au profit des populations limitrophes au niveau de nos forêts. Parfait. En tout cas, bravo pour ce que vous faites au quotidien, vous et toutes vos équipes, la Direction générale des forêts, tous les métiers qui en découlent, bien entendu. Bon courage. Merci. Bonne journée. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé aujourd'hui. On a maintenant une sortie sur terrain, donc on a une opération de plantation à Stawali, donc avec la conservation d'Alger dans le cadre du programme My Space is Green. Donc on est appelé à être sur terrain tout de suite. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Bon courage et puis on vous reverra sur terrain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Voilà. On continue notre émission. Je vous invite à vous intéresser à un autre métier. Cette fois-ci, cette vétérinaire est une passionnée. Elle fait son métier par amour. Regardez, c'est un reportage signé Lamia Bedbouda. Clinique vétérinaire Citivet, bonjour. Sabrina Aymar est docteure. Elle attend des patients vraiment particuliers, des animaux de compagnie. Après avoir décroché brillamment son baccalauréat à Gijel, elle part faire ses études. J'ai eu mon bac et puis en ayant mon bac, je suis partie en Russie pour suivre mes études en médecine vétérinaire. Donc j'ai poursuivi mes études là-bas, j'ai été formée là-bas. En finissant mes études, je suis revenue en Algérie où je voulais exercer mon métier. Et donc j'ai fait recours à l'aide aux jeunes l'ANSEJ qui m'ont aidée et accompagnée pour que je puisse ouvrir ma clinique vétérinaire ici sur Alger. Dr Aymar soigne, diagnostique et contrôle l'état de santé des animaux. Elle effectue aussi des visites annuelles de routine, ce qui s'inscrit dans une démarche préventive. Elle rappelle les vaccins et en médecin polyvalent, elle procède à tout type d'opérations orthopédiques puisque c'est sa spécialité. De plus, elle fait aussi des analyses d'urine et de sang ou encore des radiographies. À la clinique vétérinaire Citivet, on est spécialisé dans les petits animaux. Donc on fait des consultations pour les chats et les chiens seulement. On fait toutes les consultations, les conseils qu'il faut donner aux propriétaires, les vaccinations, les chirurgies. On fait tout type de chirurgie, l'ostéosynthèse aussi, l'orthopédie. On a un petit laboratoire d'analyse. Donc on fait aussi les analyses sanguines, tout ce qui est biochimie et NFS. On fait aussi les radios si nécessaire comme examen complémentaire. On fait aussi l'hospitalisation si un animal doit rester en observation pendant 24 heures ou plus, on reste là, donc on le garde et on l'hospitalise. Citivet s'occupe aussi de toilettage ou de gardinage. L'empathie et la communication est la première qualité que doit avoir un docteur vétérinaire. Le vétérinaire, pour moi, c'est un peu comme les pédiatres. Parce que le pédiatre, quand il reçoit des enfants, l'enfant, il ne peut pas parler, il ne peut pas communiquer. Donc, c'est sa maman qui prend la parole pour lui et qui va expliquer au médecin qu'est-ce qui ne va pas. Donc, avec les animaux, c'est la même chose. Les propriétaires ramènent leurs animaux de compagnie et nous expliquent qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez eux. Et nous, on essaye de les aider comme on peut. En les auscultant, en les soignant, en faisant des analyses complémentaires si nécessaire. Donc voilà, mais c'est beaucoup plus, oui, un amour pour les animaux. Parce que bien sûr, il faut aimer un animal, il faut aimer les animaux pour pouvoir exercer ce métier. Vétérinaire, ça a été un rêve d'enfance, au fait. Et donc, c'est un métier passionnant.
Voilà, c'est une véritable thérapie quand on s'amuse avec les petits chatons, pourquoi pas en avoir. Ça détend un petit peu l'atmosphère, pourquoi pas parler d'animaux. Mais bon, on va parler d'hygiène surtout et de contrôle avec notre invitée. Il s'agit de Madame Wahiba Lekhel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Ça me fait plaisir de vous revoir. Là, c'est le mec, ça c'est fait partagé. une petite coupure, mais c'est bon. On reprend. C'est vrai. Alors, vous êtes inspecteur vétérinaire principal. Oui. Vous êtes parmi nous pour nous parler du contrôle de qualité, puisqu'on vous avait déjà reçu pour parler justement des contrôles du Ramadan. C'était l'objectif de votre institution pour pouvoir contrôler tout ce qui est en matière d'hygiène, etc., les commerces. Voilà. Et vous continuez à faire des opérations tout le temps, comme ça? Oui, c'est notre travail. On fait de l'hygiène alimentaire. C'est la protection, on peut dire c'est la protection du consommateur. On est là pour contrôler tout ce qui est commerce, unité de transformation de denrées alimentaires telles que les viandes et le lait, les abattoirs, les marchés. Et voilà. Vous faites donc des sorties inopinées, vous allez dans les commerces et vous passez comme en fait une personne qui vient acheter et c'est le contrôle. Voilà. Ça tombe comme ça. C'est des programmes qu'on fait un peu confidentiels entre nous, bien sûr que c'est inopiné. C'est des commissions en brigade mixte avec le contrôle des prix, la sûreté de Daïra, la protection civile, les communes. Voilà, donc c'est une brigade qui est complexe. Il y a les gens de la santé avec nous aussi. Bien sûr, c'est très important, ça y va donc de la santé, bien sûr, du consommateur. On ne joue pas avec la santé donc, du consommateur, c'est l'objectif principal de vos contrôles. Bien entendu, vous êtes très sévère, on ne vous aime pas quand on vous voit arriver, quand on vous reconnaît. Hein. Oui, bien sûr, on est la bête noire du commerçant. Déjà, juste on rentre... Voilà. Il n'aime pas. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est d'abord des avertissements. Oui, on commence, ça dépend. Ça dépend. Il y a des avertissements, il y a des fermetures. Ça dépend de la qualité de la fraude. Bien sûr. Donc, si c'est une fraude qui nécessite une fermeture, c'est une fermeture directement. Des fois, on fait des prélèvements. Quand le prélèvement il est de mauvaise qualité, ça dépend des germes qu'il y a dedans. Donc, c'est une fermeture aussi. Sinon, on fait des mises en demeure. Voilà. La première, la deuxième et la troisième, c'est une fermeture. C'est une fermeture. Mais quand il y a des gens qui n'ont pas leurs documents, donc par exemple le registre commerce, l'agrément sanitaire du produit et tout, donc c'est une fermeture jusqu'à la levée. C'est dans l'illégalité. Oui, bien sûr. Il ferme, on dit fermeture jusqu'à la levée des réserves. Donc jusqu'à ce qu'il fasse ses papiers. Très bien. Vous avez trouvé des commerçants exemplaires, bien entendu. Oui, bien sûr, il y en a. Il y en a des unités qui répondent aux normes. Il y en a. Et par rapport à nos passages, déjà, les gens, ils arrivent à se corriger, à faire de leur mieux. C'est ça. Ils ont peur d'autres contrôles. Oui. Parce qu'il y va, bien sûr, de leur métier, bien sûr, de rentrée d'argent, bien entendu. Ça déjà, touche par rapport aux unités, les unités, ils font l'autocontrôle. Nous, on fait nos prélèvements et lui, il fait le prélèvement autocontrôle. Donc, il sait ce qui se passe, le produit terreau, donc il n'y a pas de problème. Exactement. Donc, alors, bien entendu, c'est toutes les opérations qui se font tout au long de l'année. Alors, il y a des opérations donc, d'ératisation, donc de contrôle aussi pour nettoyer les caves, toutes sortes d'opérations et le contrôle d'hygiène, bien sûr, au niveau donc, des commerces. Voilà, le bureau d'hygiène, il s'occupe de ça. Donc, on est dans un bureau d'hygiène, donc on fait les commerces, on fait la désinfection, on fait le suivi parce que c'est l'IPIC Urbal qui prend en charge ça. C'est une IPIC de la wilaya. Donc elle prend ça en tant que désinfection, dératisation, désinsectisation. On a un programme avec eux. On a leur agent et notre agent qui sont au niveau des sorties. Aussi, on a la capture des chats et chiens errants. Donc, on a un programme avec la fourrière canine qui fait partie aussi de l'Urbal. Oui. Voilà. Alors, ces opérations sont faites 2-3 fois ou 2 fois par an, selon peut-être les saisons ?
Non, on a un programme chaque mois. D'accord. Donc c'est chaque mois. Et pour les opérations de capture de chats et chiens errants, c'est une opération qui se fait quotidiennement. Et on peut même appeler la fourrière canine pour faire des opérations de rattrapage. Il n'y a pas de problème. Parce que quand on voit des quartiers qui sont un peu pleins de chats et chiens errants, on fait des opérations de capture en plus que le programme qu'on a avec la fourrière canine. Voilà. Et on fait aussi l'abattage. Ça, c'est pas joli, hein? C'est pas joli à entendre ni à écouter. Voilà. On fait l'abattage, c'est des opérations qui sont... Ça aide les opérations d'abattage, c'est programmé. C'est une fois, 2 fois par année. Il y a donc des associations et des personnes qui voudraient donc protéger ces animaux et pouvoir leur offrir un centre et éradiquer peut-être ces brigades pour pouvoir donc contrôler justement le nombre et le flux surtout de ces animaux errants. C'est dangereux pour la santé, bien entendu. Ça peut véhiculer donc d'autres maladies, d'autres pathologies, notamment la rage, qui pourraient se propager. Voilà, nous on part de ce principe-là. C'est cela. Donc c'est en évitant les maladies telles que les zoonoses. On agit dans ce sens-là. C'est-à-dire on fait la capture et on termine par l'abattage. Mais on a ces gens-là qui protestent et tout. Nous, on est des vétérinaires, on est humains. Oui, déjà, sûr, le fait de faire vétérinaire, on est dans le sens qu'on aime l'animal. Mais des fois, il faut, on demande à ces gens-là de faire une association. Ils sont déjà, c'est des associations, des refuges. Il n'y a pas de problème. Ils prennent les animaux. On est là pour les aider pour ça. D'accord. Alors sinon, il y a toute une grande opération donc de nettoyage et d'embellissement de la région donc d'El Harrach, avec aussi un nouveau visage. Là, ça sera donc toute la voie navigable qui aura un nouveau visage. Oui. Alors, vous travaillez dans ce sens-là en ce moment, même au niveau de votre le centre, en fait, le service de contrôle. Oui, c'est-à-dire côté hygiène, on fait de notre mieux. Déjà, côté hygiène, on demande de faire le nettoyage et tout. Nous, ça nous aide déjà pour éviter toutes les maladies. Déjà pour faire la dératisation, la désinsectisation, pour faire toutes ces opérations, il faut nettoyer. Parce que si on ne nettoie pas, même les opérations qu'on fait, elles ne donnent aucun effet. Voilà. Même le produit, il ne donne aucun effet. C'est ça. Et puis, il faut répéter l'opération, parce que bien sûr, c'est un cycle. Et bien entendu, il y aura donc, que ce soit des œufs, des larves, etc. Voilà. Les opérations se poursuivent. Voilà. C'est des programmes, c'est des opérations qu'on fait en collaboration avec l'IPIC Urbal. D'accord, EPIC Urbal. Alors vous avez donc l'objectif à atteindre, bien entendu, au niveau donc de votre établissement pour pouvoir en contrôler, surtout dans le domaine donc de la santé des individus, la santé du consommateur. C'est indispensable. C'est indispensable. On est là pour veiller pour ça. Voilà. Et votre travail au quotidien, vous formez aussi des jeunes qui sont nouvellement installés dans ce domaine-là, des jeunes vétérinaires par exemple? Oui, bien sûr. On reçoit les vétérinaires qui viennent pour faire des petits stages, il n'y a pas de problème, parce qu'on a l'abattoir, on a les unités et tout. Et aussi, on forme le personnel, en parlant de formation, on forme aussi le personnel des cuisines. D'accord. Selon notre formation, et on est des vétérinaires, on est apte à faire ça. Donc on forme le personnel des cuisines parce qu'il est loin d'être dans le bon sens dans la formation des cuisines. Voilà. On a eu l'occasion de travailler avec vous concernant les cantines scolaires et comment est-ce que le service bien sûr d'hygiène était là pour le contrôle et la veille bien entendu à le côté sanitaire bien sûr de ces cantines. Il y a bien entendu aussi tous ces contrôles qui sont effectués quotidiennement, bien entendu, et avec bien sûr vos différents services. Alors peut-être nous parler d'aujourd'hui le programme qui vous attend peut-être cette semaine? Oui, le programme, on fait un programme, c'est un programme qui est quotidien, qu'on fait chaque semaine. On a un programme qui est tracé avec le contrôle des prix de la DCP. Je remercie le chef d'inspection d'El Harrach pour son travail, qui est en collaboration avec nous, qui répond vraiment à nos appels. Il est là. Donc, on travaille
avec harmonie avec lui. Donc ça donne de bons résultats. Oui. Vous faites aussi des contrôles au niveau des usines? Oui, les unités de transformation, les usines, tout ce qui est alimentaire. On fait les jus, les biscuits, les chocolats, les unités de transformation de viande, telles que cachiré, pâté, le fromage, le lait, voilà, tout ce qui est alimentaire. Ouais. Très bien. Et au niveau, donc, par exemple, des cantines scolaires, quelles sont les lignes rouges à ne pas dépasser? Eh ben, pour l'instant, on a géré tout ce qui est anormal, donc ça marche dans le bon sens. Déjà, alhamdoulilah, on n'a jamais eu d'intoxication au niveau de nos cantines. On arrive à cerner le problème et en faisant les formations des personnels et tout, on arrive à s'adapter avec les gens des cuisines. D'accord, très bien. En tout cas, bonne chance pour ce que vous faites. Merci. Bon courage. Je rappelle, Madame Wahiba Lekhal, vous êtes inspecteur vétérinaire principal au niveau donc, de l'Harrach, c'est cela? Oui, voilà. Je suis inspecteur principal au niveau de la direction des services agricoles de la wilaya d'Alger, détachée auprès des services du wali délégué de l'Harrach. Très bien. Bon courage à vous. Merci. Et bonne chance. Merci. Je sais que du côté de l'Harrach, demain, il va y avoir une plantation d'arbres. D'ailleurs, dans l'émission de demain, il sera question d'en parler, bien entendu, avec les représentants de la radio nationale, la radio Chaîne 3, qui seront là pour en parler en détail. Merci beaucoup, Madame. Merci. Au revoir. À la prochaine. bientôt. Voilà. Merci. Restez avec nous. On va suivre un reportage signé donc Lilia Ben Nasser qui s'est intéressée à un artiste. Cette fois-ci, c'est une exposition de calligraphie de Salah El-Makbed à la Galerie Rassim. Au rythme des lettres arabes, tel est l'intitulé de la nouvelle exposition de calligraphie de l'artiste Salah El-Makbed. Un voyage dans le temps pour se mettre dans la magie de la jonction entre la beauté de la lettre arabe, son riche vocabulaire et sa poésie. بديت الخط من وقت طويل يعني من أكثر من 20 سنة. كنت نعمل من أول شيء الخط الكلاسيكي العادي اللي هو الخطوط المعروفة السبعة، لكن بعدين انتقلت للأسلوب الجديد هذا المعاصر اللي هو قليل الموجود، يعني قليل الخطاطين اللي يعملوا بهذا الأسلوب في الجزائر. حبيت نتميز والآن الحمد لله أنا موجود في معرض محمد راسم في الجزائر العاصمة. Une abstraction mystique qui classe l'artiste parmi les meilleurs calligraphes de l'Algérie contemporaine. أنا عارض حوالي 87 لوحة من الحجم الكبير والمتوسط، يعني كلها كبيرة، اللي هي إنتاج السنتين الماضيتين، يعني سنة 2017 2018، يعني إنتاجي الأخير. الأسلوب اللي نخدم به هنايا هو الأسلوب الحروفي. الأسلوب الحروفي هو يجمع بين أشياء مختلفة، يجمع ما بين الخط العربي أو الكتابة العربية، يعني فن الخط اللي نستعمل لنا نوعين اللي هو الديواني والجلي الديواني، ويجمع كذلك مع الفن التشكيلي اللي هو يعني نستعمل الحرف مع التشكيل واللون، ويعني نستعمل فيها توازنات، يعني دراسة ألوان بعد إلى غير ذلك. وهذا دراسة على الألوان والتشكيل والتركيب اللي نعملوه هنا يكون على حسب الجملة اللي نكتبها. Natif de Ghardaïa, il compte à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives. Ici, à la Galerie Rassim, l'artiste partage avec nous ses idées ainsi que ses émotions. لأنه الفن هذا هو الوحيد اللي كل ما نعطيه جهدي وإحساسي ووقتي يعطيني نتيجة مليحة. بينما لما يكون عندي مثلا معاملات مع أي شخص والله يعني في الحياة العادية نقوله يكون عندي يعني النجاح فيها نسبي، لكن الحمد لله بالنسبة لي النجاح في اللوحة يعني 99%، يعني ما عنديش لوحات فاشلة، ربما في 100 لوحة ربما تكون عندي فقط لوحة اللي فيها مشكلة.
Voilà, c'était une très belle exposition donc, de ce calligraphe que vous avez donc pu apprécier. Eh bien, on va rester dans le domaine des arts picturaux. Eh bien, on va aussi saluer la venue d'une nouvelle galerie qui donc prend effet bientôt avec une belle exposition. Et nous avons la galeriste avec nous, Madame Amel Qassimi. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir invité. Là, Selmeg, bienvenue parmi nous. Alors, c'est une galerie qui était donc connue du côté du Télémli. Et aujourd'hui, elle prend une nouvelle forme, une nouvelle appellation aussi. Bon, c'est pas. Elle prend une nouvelle. L'espace est légué à une autre, voilà, à d'autres personnes. D'autres personnes avec une autre thématique, une autre réflexion. C'est cela. Alors la galerie s'appelle Galerie Ifru Design. C'est ça. Et c'était donc l'ex-galerie Sirius, qui était donc aussi très animée avec un espace. Vous allez prendre le relais aujourd'hui avec bien sûr vos artistes qui vont venir embellir cette belle galerie. Alors déjà, il y en a un artiste peintre, Mohamed Bakli, qui est en ce moment même, qui va exposer en ce moment même, à partir du 23. À partir de samedi, Inch'Allah. Monsieur Bakli, c'est un artiste plasticien, écrivain, poète et scénographe. Il correspond à la politique de la galerie, parce que la galerie, elle est multidisciplinaire, elle est ouverte à toute catégorie, professionnelle, semi-professionnelle, même la promotion des jeunes artistes. Et M. Bakli m'a rendu visite à travers sa biographie. Vous avez été séduite tout de suite? Oui, parce que son parcours depuis son enfance jusqu'à les études aux Beaux-Arts, l'entrée à les Beaux-Arts, c'est merveilleux. En plus, il s'inspire de la lumière de spiritualité. Et ces tableaux, en analysant le tableau, on voit les mouvements, la couleur, et on voit beaucoup de la lumière. Et ça m'a vraiment séduit. En plus, il n'y a pas que le mouvement et la couleur, il y a encore les mots. Voilà. Il maîtrise aussi les mots et ça m'a vraiment... Alors vous, en tant que justement architecte, designer, vous avez donc votre regard sur l'art pictural, les couleurs, la mise en situation aussi, bien sûr, d'une galerie. C'est très important. Oui, c'est très... il y a une démarche, une thématique. Bon... Vous nous avez ramené des photos, d'ailleurs, des tableaux qu'on aura l'occasion de donner aux téléspectateurs en avant-goût, un avant-goût de l'exposition qui se prépare. Ça sera donc le 23, c'est ce samedi? Ce samedi à partir de 16h, Inch'Allah. 16h. Il y aura bien sûr cette belle exposition intitulée Les corps lumière. Puis on verra quelques photos dans un moment concernant cet artiste peintre. Il s'agit de Mohamed Bakli qui n'a pas pu être parmi nous ce matin, malheureusement. En tout cas, on le salue s'il nous regarde. Bien sûr, il nous regarde sûrement. Voilà. Alors, ces tableaux, c'est cela. En regardant les tableaux, on voit le mouvement, la couleur, elle est vive. Et voilà. Ça, c'est le titre de l'exposition. Les corps lumière. On voit la lumière, on voit la couleur, on voit la spiritualité de la lumière. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et j'aime bien son travail. Et justement, dans un espace, c'est encore plus impressionnant. Voilà. Alors, ça encore, d'autres expressions artistiques avec beaucoup de couleurs, où le bleu est quand même assez dominant dans tous les tableaux pratiquement. Il a des couleurs vives et on voit beaucoup de mouvements. Très bien. C'est sa première exposition? Non, M. Bakli, il a fait beaucoup d'expositions au niveau national. D'accord. Et même des œuvres... des expositions collectives et personnelles? Personnelles, je n'ai pas d'informations sur ça, mais collectif, oui. D'accord. Voilà. Donc vous allez donc lui permettre d'être visible du côté de cette nouvelle galerie, donc avec bien entendu un artiste aujourd'hui qui est connu sur la scène puisqu'il a exposé plusieurs fois, et ce sera l'occasion aussi d'avoir un nouveau public aussi pour rendre visite à cette nouvelle galerie. Oui, bien sûr. C'est le but que j'ouvre les portes à l'art
parce que pour moi, l'art, c'est une sorte de liberté et de paix. Et on s'évade un peu de la réalité. Et le jour du vernissage, je mets en collaboration aussi des musiciens. Et pour mettre une atmosphère artistique, on oublie toute artistique, joyeuse, conviviale aussi, c'est très important. Vous l'avez appelé Ifru Design. Oui, Ifru, c'est... je l'avais bien prononcé finalement au départ. Hein. J'avais dit Ifru, sans savoir comment et ni pourquoi. Ifru, c'est un rituel que la déesse berbère. Bon, il y a beaucoup de mythes et de légendes sur ça. Il y a même l'histoire, ils disent que Ifru, c'est une tribu berbère la plus puissante en Afrique du Nord et aujourd'hui, c'est Tlemcen. D'accord. Et dans la légende, ils disent que la déesse Ifri, elle exerce un rituel dans les cavernes. Ce rituel, c'est Ifru, pour protéger les soldats et les commerçants et aussi les foyers. Alors, moi, j'ai choisi ça, Ifru, pour protéger... votre galerie, votre espace. Et pour protéger les âmes des artistes. Parce qu'une œuvre d'art, c'est une âme. Elle sort... Très bien. Voilà. Très bien. En tout cas, bonne chance. Merci. Bon courage. Merci. On rappelle le rendez-vous. Ça sera donc le samedi 23 à partir de 16h. Ne ratez pas donc cette belle exposition de l'artiste Mohamed Bakli. Vous avez vu quelques-unes de ses œuvres. Le reste sera exposé, bien entendu, au niveau de la galerie, la nouvelle galerie Ifru Design, qui se trouve du côté du Télimni. Télimni à Karim Belkacem, 139 Karim Belkacem. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. À très bientôt, bon courage. Merci. À d'autres rendez-vous artistiques. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Eh bien, on vous amène tout de suite à une autre forme donc, de passion. Cette fois-ci, c'est les sports mécaniques. Le rallye qui s'est donc déroulé dans la région de Bni Abbas et Tarit. Et bien entendu, on arrive à la 3e édition, cette fois-ci, 3e étape, pardon. Première édition de ce rallye Touareg, première édition en Algérie qui a réuni beaucoup donc, de professionnels, de passionnés. Regardez les images, c'est un reportage signé Dunia Hadjeb. Si le continent européen s'est taillé la part du lion dans les épreuves moto, camion et SSV durant la 3e étape qui était sous forme de boucle à Beni Abbès sur une distance de 280 km, les pilotes algériens, eux, ont dominé les 2 épreuves auto 4x4 et le quad. Dans la spécialité auto 4x4, c'est le vainqueur des 2 premières étapes de ce rallye, Lotfi Ben Mansour, qui s'est imposé devant l'Allemand Fritz Baker et son compatriote Larbi Rabia, respectivement 2e et 3e. الالماني فريتس هو اللي كان تعبنا شويه وكانت السياره تاعو تماما مجهزه من كل شيء وحنايا السياره تاعنا ماهيش مجهزه ماهيش سبيسيال يعني تاع كيفاش سر نجاحكم؟ سر النجاح تاعنا في الصحراء احنا موالفين في الطبيعه تاع الصحراء هذه في العرق. Dans la spécialité quad, c'est Saïd Mohamed Islam qui s'est imposé devant 2 Italiens et 2 Français. Je suis très content de participer au rallye Touareg Rallye international. C'est un rallye connu au niveau international. Cette étape elle est difficile aujourd'hui. Elle est difficile de côté de navigation. J'ai pris la première place aujourd'hui. Inch'Allah, on va continuer comme ça pour décrocher le rallye, décrocher la première place au rallye. 1, 2, 3, viva l'Algérie! 1, 2, 3, viva l'Algérie! 1, 2, 3, viva l'Algérie! 1, 2, 3. Voilà, et bien entendu, que le meilleur gagne. Bon courage à tous ces coureurs. Et bien sûr, on en reparlera avec d'autres émissions, bien sûr. Voilà, on accueille Lilia comme il se doit. Comme chaque jeudi matin, elle est là pour nous donner les rendez-vous à ne pas rater l'agenda culturel. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien, donc l'agenda est là, oui, avec tout son lot d'emploi du temps tout à et de rencontres Amel, et de rendez-vous. Plein de rencontres.
rencontres qu'on a eu l'occasion de découvrir à travers les reportages, je pense, durant l'émission. Oui, oui. Exposition ou encore la belle salon. exposition donc du galeriste, du calligraphe bien sûr, Salah, que vous avez rencontré. Une très belle exposition dédiée à la calligraphie. Aussi Nessiba, je pense, a eu l'occasion de présenter des artistes qui exposent actuellement. Donc pas mal d'activités un petit peu partout. Exactement. Et tout de suite, nous allons commencer par les rendez-vous à ne pas rater ce week-end. Les rendez-vous à proposer aux téléspectateurs et commencer par les expositions, comme chaque jeudi. Du côté de la galerie d'art Rassim, c'est l'artiste Salah El-Mekbed qui expose actuellement des toiles qui mettent en avant la beauté de la lettre arabe à travers la calligraphie, des couleurs chatoyantes. L'artiste compte à son actif plusieurs expositions collectives et individuelles. Donc, et ce qui le classe parmi son travail, ses tableaux, le résultat de ses œuvres, donc le classe parmi les meilleurs calligraphes contemporains. Donc une belle exposition au centre-ville, l'avenue Pasteur plus exactement, où se trouve la galerie d'art Rassim, une ancienne galerie que nous aimons beaucoup. Il y a une histoire. Tout à fait. De grands artistes sont exposés à cette galerie. Et ça continue, donc, donc les organisateurs continuent à nous faire découvrir le beau travail des artistes algériens et donc à ne pas rater, à visiter absolument au centre-ville. Une autre exposition dans un autre musée très ancien lui aussi, il s'agit du musée national de l'enluminure, de la calligraphie et de la miniature qui abrite actuellement une exposition collective intitulée Charme et gaieté de la miniature algérienne, de très belles œuvres, donc des œuvres d'artistes algériens connus, un peu et beaucoup, peu connus et beaucoup, donc de belles œuvres à découvrir jusqu'au 18 avril. C'est agréable parce que c'est un musée qui est toujours ouvert et qui abrite quelquefois donc des expositions permanentes. Ce sont des expositions qui permettent aussi aux visiteurs de connaître le potentiel de nos artistes et dans le domaine bien sûr de l'enluminure. Et c'est toute une histoire et un savoir-faire typiquement algérien. Tout à fait, Amel. Donc, et puis c'est les vacances scolaires à partir d'aujourd'hui, donc un bon plan pour les parents pour justement permettre aux enfants de découvrir ces belles œuvres, ces belles créations. Ça va peut-être titiller quelques petites envies de peindre et passer sur du papier. Tout à fait. Et nous allons passer au 4e art à présent. Donc, tout d'abord, du côté du Théâtre national algérien Mahiddin Bachtarzi, le mercredi 27 à 18h, une pièce théâtrale donc d'une troupe qui nous vient de la ville de Djelfa vous sera présentée donc pour la première fois au public algérois. Soyez au rendez-vous. Et puis, ce soir, à 18h, c'est la pièce Arlequin valet de 2 mètres qui sera donc interprétée sur les planches du Théâtre national algérien Mahiddin Bachtarzi. Rappelez-vous, la pièce a d'abord été présentée à Oran. Donc à l'occasion à l'hommage qui a été rendu au grand homme de théâtre Abdelkader Alloula, et donc elle revient à Alger, une pièce itinérante au Théâtre national algérien Mahiddin Bachtarzi. Et nous recevions hier Ziani Shrif Hayed, le metteur en scène de cette pièce, qui nous en a parlé longuement et invite le public à venir nombreux pour découvrir cette belle histoire qui détend un petit peu l'atmosphère entre bien entendu amour, beaucoup d'amour. Il s'agira donc beaucoup d'amour dans cette pièce théâtrale avec bien entendu une pointe d'humour. Tout à fait, Amel, et on rappelle que la pièce a été adaptée par le défunt Abdelkader Alloula. Donc il y aura donc aujourd'hui 18h, bien sûr aussi demain 16h au niveau donc du Théâtre Mahiddin Bachtarzi. Tout à fait, pour donner place à la nouvelle pièce qui sera présentée par la troupe qui nous viendra de Djelfa. Littérature à présent, une rencontre à vous proposer avec Lazari Lapter qui est prévue mercredi 20 mars à 14h à la bibliothèque multimédia Béchir Mentouri autour de son livre Hizia, mon amour. Donc une belle rencontre. 7e art, dans le cadre de la clôture du Festival du cinéma d'Amérique latine organisé à l'Institut Cervantes d'Alger. Une projection est prévue ce soir à 18h à l'auditorium de l'établissement et le film qui sera projeté est intitulé Diario de Bucaramanga. Voilà le titre du film à l'occasion de la clôture de ce festival. Un rendez-vous à ne pas rater à l'occasion de ces vacances scolaires aussi. Il s'agit du cirque El Floreleggio qui revient à Alger jusqu'au 1er avril. Les numéros sont composés donc de super-héros, d'acrobates, de trapézistes, d'animaux sauvages et de clowns. Notez bien les séances du dimanche au jeudi. Elles sont programmées, une séance est programmée à 18h30 et puis le week-end 2 séances, une première à 15h30 et une deuxième à 18h30. Il y a du monde. Les enfants commencent déjà à aller. Je pense que ça va continuer pendant ces vacances scolaires. Tout à fait. Et le chapiteau a revêtu
revêtu donc une nouvelle forme, une nouvelle couleur, bien entendu. Ça va faire plaisir à tous les organisateurs parce qu'ils ont sillonné toute l'Algérie pratiquement et ils sont très heureux de pouvoir rencontrer à chaque fois le public algérien et bien entendu faire rêver les enfants. C'est ça, la magie du cirque. Voilà. On est arrivé à la fin. Super. Ça y est. Merci beaucoup, pour Lilia. Ma part aussi. Merci. Donc tous les rendez-vous ont été proposés et j'espère que les téléspectateurs ont bien noté. Parfait. À jeudi prochain. Avec grand plaisir, Amel. Merci, bonne journée à vous. Bien, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce programme d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Rendez-vous demain 9h, 10h30 avec Mahez Rabia et bien sûr toute l'équipe qui l'accompagnera. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à vous tous. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.